Bon, pour reprendre l'historique, j'ai entendu parler du baclofène en 2009 et j'ai commencé de le prescrire. Et donc, voilà mes premières conclusions, c'est que je l'ai prescrit parce que je pensais que la psychothérapie que je pourrais faire avec une personne alcoolique elle marcherait mieux avec l'accompagnement du médicament que sans. Hein. Et parce que j'avais l'expérience de la thérapie pour les déprimés. Et quand une personne a une véritable dépression, les antidépresseurs, un accompagnement de la psychothérapie, ça aide beaucoup. Voilà. Alors donc j'ai prescrit et j'ai eu, pour mon premier étonnement, c'est que j'ai constaté qu'un certain nombre de gens allaient très bien rapidement, sans que j'ai fait d'autres efforts que de les rencontrer une fois par semaine, de leur donner le traitement, de leur expliquer et d'écouter comment ils réagissaient. Et ces personnes-là, en moins de 2 mois, allaient bien, arrêtaient de boire, alors qu'il y avait des gens qui buvaient depuis très longtemps. C'était une grande expérience que je n'avais d'ailleurs pas eue souvent avec la thérapie, c'est-à-dire de quelqu'un qui va vraiment bien et qui dit ça va docteur, maintenant ma vie est bien. Et c'était des gens qui ne correspondaient pas à ce qui nous a été décrit, c'était des gens qui avaient une vie organisée, ils avaient un travail, ils avaient une famille, mais ils avaient cet alcoolisme qui leur prenait du temps et qui les inquiétait pour leur santé, un véritable problème. Mais une fois qu'ils ont été débarrassés de l'alcool, leur vie était là et ils ont eu qu'à l'activer. Bon, donc ça, c'était étonnant de voir que c'était possible. J'en étais arrivée à la conclusion qu'ils avaient été alcooliques autrefois pour des raisons psychologiques, sans doute, et puis que maintenant, ces raisons psychologiques n'existaient plus, et la dépendance à l'alcool était une sorte de cicatrice dont il fallait se débarrasser. Hypothèse. Bon, par contre, d'autres personnes avaient besoin de beaucoup plus de travail psychologique, et puis, comme je l'ai dit, certains devaient prendre un traitement psychiatrique. Alors, j'ai commencé à travailler beaucoup avec toutes les personnes qui me demandaient. Donc, pendant 2 ans, j'ai ouvert beaucoup de dossiers, donc j'ai créé une véritable expérience. Et maintenant, voilà où j'en suis et ce que je voudrais vous proposer. Parce que j'ai constaté qu'il y avait 2 étapes. Il y a l'étape où la personne prend le médicament, elle vient parce qu'elle veut se libérer de l'alcool, elle prend le traitement et dans cette étape, il faut l'accompagner pour qu'elle le prenne, pour qu'elle supporte les effets secondaires, pour qu'elle ne s'impatiente pas et puis aussi pour qu'elle accompagne le médicament d'un travail personnel. Parce que ça a été ici cité, la personne qui ne compte que sur le médicament passivement, il y a peu de chances que ça marche. Mais disons, pendant plusieurs semaines, j'accueille la personne et je l'écoute et je vois comment elle réagit. Et là, je me sers de ce temps pour la comprendre, la connaître. Sans obligatoirement faire des interventions importantes, sauf les recadrages positifs que tous les thérapeutes font pour aider les personnes à aller mieux. Et c'est là que j'ai trouvé que les outils PNL pouvaient être particulièrement utiles. Donc je vais en parler après. Mais donc, une fois que l'alcool est soit soulagé, soit en grande partie allégé, il arrive une autre étape où là, on travaille sur l'histoire de la personne, son identité, qu'est-ce qui fait que sa vie n'est pas heureuse, qu'est-ce qui dans son enfance l'a bouleversé. Et là, on entre pour moi dans une thérapie classique, la psychothérapie de quelqu'un qui demande de l'aide. Bon, le fait qu'il ait demandé de l'aide à travers un symptôme, alcoolisme, bon, c'était le symptôme, mais il avait besoin d'un travail sur soi pour évoluer. Et là, bon, je fais le travail que je fais avec n'importe quel patient qui a besoin d'une thérapie. Et là, donc j'ai pensé que, au lieu que, j'ai pensé que pour la première partie du travail, c'est-à-dire comment la personne peut devenir plus acteur de son traitement, eh bien, les outils PNL pouvaient être utiles. Pour moi, la PNL, c'est beaucoup quelque chose
j'apprécie que les gens s'approprient et utilisent eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que le groupe est plus intéressant, parce que dans un groupe, l'intervenant va d'abord commencer par expliquer un processus, il va le décrire, parce qu'il n'y a pas que des protocoles, il y a aussi tous les présupposés, enfin des choses intéressantes. Et après, il demande à une personne qui va servir de sujet. Et puis une fois que les gens ont compris ce qui se passait, on envoie les gens par groupe de 3 et ils s'exercent à pratiquer sur les autres, à pratiquer sur eux. Et donc, moi, c'est une procédure que je trouve très, très puissante pour mieux. Enfin, je fais moi aussi des protocoles PNL, mais je ne suis pas très, très branchée hypnose, comme mes collègues. Là. Moi, ma façon de travailler, elle est quand même encore très, très cognitive. Moi, je viens de l'univers de la psychanalyse et de l'analyse transactionnelle, et moi, j'aime comprendre, j'aime connaître, j'aime savoir pourquoi, et ça, la PNL ne m'a pas dégoûté de ça. Donc, quand je travaille, moi, en PNL, quand je travaille avec les gens, je souhaite en savoir plus sur leur histoire, en savoir plus sur comment ils vivent la situation, comment ils se représentent la situation. Et la PNL m'a donné tous les outils de questionnement pour avoir des réponses à mes questions. Hein? Alors, ceux qui connaissent la PNL, vous savez, on a l'index de computation, l'index de conscience. Hein? C'est comment on le fait? En rond avec la Mercedes. En rond. Elle a un rond avec en rond avec un triangle. Un triangle. Je peux le faire? Allez, vas-y. Enfin, bon, l'idée, c'est qu'il y a d'une part le... Ah oui, c'est un rond, bien sûr. Il y a un triangle, effectivement. Il y a bien un triangle. Ah, j'ai buté sur quelque chose. D'accord. Alors, donc là, il y a les processus internes. En fait, c'est les pensées. Là, il y a les états internes. C'est les émotions et les sensations physiques. Et là, il y a les comportements externes. Hein. Alors, et puis aussi, quelque chose qui m'a été beaucoup très utile, c'est que lorsque les gens parlent, ils nous délivrent ce qu'on appelle la structure de surface. Hein. Et cette structure de surface, en fait, elle fait référence à ce qu'on appelle une structure profonde. Je vais expliquer après ce que ça veut dire. Et puis, celle-ci renvoie à une structure de la réalité. Comment on l'appelle? La structure sensorielle? L'expérience. L'expérience sensorielle. Hein. Voilà. Donc, la personne, elle parle ici, et moi, ça ne me suffit pas, ce qu'elle dit là. Ce que je veux, c'est avoir l'information sur la représentation qu'elle se fait de la réalité en profondeur. Hein. Et puis, l'expérience sensorielle aussi, comme l'a parlé, c'est toi Bernard, il disait, bon, comment elle voit les choses, toi tu as fait beaucoup dans le visuel, etc. Bon, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, parce que quand je comprends, je sais ce que la personne ressent, pense, j'ai des pistes pour l'aider. Par exemple, quelque chose que je fais souvent, on est en début de thérapie, et puis la personne, je lui dis à un moment donné, bon, on va travailler sur ce qui se passe au moment où vous allez boire. Hein. Et donc elle me dit vaguement des choses qui n'ont pratiquement pas d'intérêt en structure de surface. Je dis non, c'est pas ça. Maintenant vous allez vivre, vous allez trouver la situation que vous vivez quelques minutes avant même que vous pensiez à boire. Hier, par exemple. Elle dit, bon, c'était quand, bon. Et puis, donc, je lui demande de se mettre dans ce moment-là où elle est tranquille, elle ne pense à rien, elle ne pense pas à boire. Bon. Et après, donc, je le fixe dans le temps. Et après, je lui dis, bon, alors vous commencez à penser à boire. Alors, oui. Alors, je lui demande, bon, qu'est-ce que c'est cette pensée?
Est-ce que c'est une pensée qui vous vient dans la tête, c'est-à-dire, tiens, je boirais bien, et qu'est-ce que je vais boire? Avec des mots. Est-ce que c'est une pensée, une image? Vous voyez la bouteille ou le verre? Est-ce que c'est une sensation physique? Vous vous sentez prendre? Vous voyez, je lui commence à lui expliquer ce que je veux d'elle, ce qu'elle m'explique justement, le vécu interne de ce moment. Et puis je lui dis, est-ce qu'il y a une sensation? Souvent d'ailleurs les gens disent, j'ai une sensation, je sens que j'ai envie de boire. Alors là je demande, c'est où, dans quelle zone du corps, comment ça se fait? Et j'insiste pour avoir toute la verbalisation qu'elle a dans la tête, à ce moment-là, tout ce qu'elle est en train de penser. Après, on continue, je lui dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qui se passe après, c'est qu'elle va acheter les choses. Alors, je lui demande de la même façon de décrire la scène en détail, quand elle est dans le magasin ou quand elle achète, etc. Et puis ensuite, j'arrive au moment où elle est chez elle, et puis je lui demande là aussi tous les détails. Est-ce que, ça aide beaucoup, je vais vraiment au bout. Je lui dis, bon, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites en rentrant chez vous? Alors, ils répondent quelque chose. Mais non, non, je veux savoir, est-ce que vous quittez vos chaussures d'abord ou est-ce que vous allez à la cuisine d'abord? Est-ce que vous allez dire bonjour à vos enfants? Est-ce que... Et là, pour remettre la personne exactement dans l'état où elle est quand elle rentre chez elle et tout le déroulement. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent, j'ai l'idée que dans quelque temps, je vais l'aider à changer son rituel, à mettre la perturbation dans le rituel. Donc à ce moment-là, elle aura moins envie de boire et moins besoin de boire. Parce que casser le rituel, l'habitude, c'est une des manières de ralentir ou d'empêcher qu'elle boive ou de faire autre chose surtout. Alors bon, elle me raconte ce qu'elle fait. Après ça, je lui demande tout en détail, est-ce qu'elle va à la cuisine, est-ce qu'elle se sert, quel genre de verre elle se sert, est-ce qu'elle reste debout quand elle va le boire, est-ce qu'elle a un verre spécial, est-ce qu'elle a une boisson spéciale, est-ce qu'elle le prend froid, chaud? Mais toutes ces questions qui ont l'air un peu bizarres, c'est juste pour qu'elle se mette très très dedans la situation en termes associés. Et donc je lui demande après, avant ça, j'ai pu lui demander à chaque fois, et qu'est-ce que vous vous dites de bien à l'idée de boire? Pourquoi je vais le faire? Ça va me soulager, ça va me détendre, etc. Alors, la personne résiste beaucoup à dire, parce elles aiment pas l'idée qu'il y a une bonne intention à la consommation d'alcool. Hein, vous avez vu, la partie sobre, elle trouve que c'est vraiment nul de boire. Donc, je dois progressivement l'apprivoiser pour qu'elle dise, ah si, je me dis ça va me détendre, je me dis je le mérite bien, et puis ah ben j'ai bien réussi quelque chose, il faut que je me récompense, enfin il y a toutes sortes. Et donc on commence à voir quelles sont les bonnes intentions de faire. Et je continue, donc une fois qu'elle boit, qu'est-ce que ça lui fait dans la bouche? Est-ce que ça lui fait plaisir à ce moment-là? Est-ce que ça lui fait quoi? Et puis une fois que c'est dans son estomac, et après est-ce qu'elle le sent dans la tête? Est-ce qu'elle a une ébriété? Et puis souvent, les personnes se plaignent et disent, c'est dommage, si je pouvais m'arrêter à 2 verres, ça irait, mais je ne peux plus m'arrêter. Alors je lui dis, bon, vous avez bu le premier verre, maintenant buvez le deuxième. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, qu'est-ce qui se passe que vous êtes obligé de boire le troisième? Enfin, vous voyez, pour les péniques, vous voyez ce que je veux dire, d'entrer dans tous ces détails. Alors ça m'aide moi parce que comme ça je me fais un peu une idée. Si la personne est surtout en train d'accomplir un rituel, une habitude, ou si elle me dit je bois parce que j'avais un souci, parce que j'étais inquiète. Donc je vois quelle est la part du rituel et quelle est la part de l'émotionnel. Et puis c'est pareil, je continue le fil, et après, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Et puis on arrive quelques heures, à la bout de quelques heures, en général, elle s'en veut, ou c'est le lendemain, elle n'est pas contente d'elle. Bon, et c'est là que je lui explique la bonne intention du symptôme, et je lui dis que c'est pas la peine de se critiquer ou de se culpabiliser. Elle a fait ce qu'elle a fait la veille parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, et qu'au moment où elle l'a fait, ça avait du sens pour la personne d'elle qui l'a fait. Et en général, elle est d'accord avec moi parce que l'ayant constaté, analysé au fil du temps, elle
elle est d'accord pour commencer à sentir qu'il y a ça a du sens, ce qu'elle fait. C'est pas ça, donc je le fais au bout d'un certain temps du baclofen. Je ne le fais pas d'emblée parce que d'emblée, la pulsion de boire est tellement forte que c'est comme si la personne ne pouvait pas même penser à ça. Mais après quelques temps, quand elle commence à être imprégnée du médicament, ça devient plus facile pour elle pour analyser ce qu'elle ressent. Et alors bon, à partir de là, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Je vous ai dit, soit je me rends compte que c'est des rituels, des habitudes, et là j'ai des techniques pour ça, soit je me rends compte que c'est un besoin psychologique. Alors quand c'est des rituels, ben je tente de lui dire, bon, on revient à la situation, et puis je lui dis, tiens, et là, vous rentrez chez vous. Au lieu d'aller à la cuisine tout de suite, imaginez que vous allez à la salle de bain prendre votre douche. Alors je vois si elle se fait ça dans la tête, si elle le peut, et si elle le fait dans sa tête, je me dis, il y a des chances qu'elle le fasse en vrai demain. Et donc, ça change quelque chose. Elle est dans un autre état d'esprit. Peut-être alors, le lendemain, enfin la semaine d'après, elle va me dire, bah, finalement, j'ai pris ma douche tous les jours, et puis ça m'a fait du bien. Et puis après, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a lu ses mails, ou enfin quelque chose qui a reculé le moment d'aller boire le verre, alors qu'avant, elle était vraiment ritualisée et comme un robot, elle faisait exactement les mêmes gestes, la même façon. Par contre, je suis tombée sur des personnes qui me disaient non, ah non, je ne vais pas faire autre chose, non. J'ai toujours fait comme ça, en rentrant chez moi, j'ai toujours fait comme ça. Et d'ailleurs, me dit la dame, j'ai toujours fait en sorte d'avoir 2 bouteilles de vin chez moi pour 2 bouteilles de rosé. Je lui ai dit, bah, vous êtes là pour arrêter ça. Vous pourriez peut-être faire un petit changement. Du genre, vous achetez pas les bouteilles, mais si vous êtes trop mal, au bout d'un moment, vous descendez à l'épicier, vous allez les acheter, c'est pas si grave. Ah non, je peux pas. Donc là, je vois que il y a un problème sous-jacent. Hein. D'ailleurs, cette dame-là, je ne sais pas si on avait trouvé le problème sous-jacent, mais je sais qu'un mois après, elle m'a dit qu'elle avait compris et qu'elle avait cessé d'acheter ces 2 bouteilles d'avance. Que c'était totalement inutile, qu'elle n'en avait pas besoin, mais elle ne l'avait pas découvert si je ne lui avais pas fait découvrir. Et elle était vraiment comme un robot. Dans son esprit, elle devait faire les choses exactement dans cet ordre. Voilà. Donc ça, c'est une des manières que j'utilise la PNL pour changer les habitudes, mais aussi surtout pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Bon, je sais pas, dans mon esprit, voilà, ce que j'aimerais, c'est que ces personnes-là, pendant les 2 premiers mois, au lieu de me voir en individuel toute seule, je puisse les recevoir dans un petit groupe avec des patients et 2 autres PNListes. Et parce que ça, c'est une technique que j'utilise, mais les collègues PNListes, ils pourraient me dire avoir envie de faire autre chose qui aurait un sens, avec le but étant de chaque fois d'aider la personne à limiter sa consommation volontairement par elle-même, ou alors à trouver la bonne intention du symptôme et chercher une autre façon de se faire plaisir. Ça, c'est bien sûr une des choses que j'ai fait souvent, c'est-à-dire la personne, là je lui ai demandé de se laver, d'autres fois je lui disais d'aller parler à ses enfants d'abord, enfin, ou je lui demandais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait utiliser la soirée intelligemment, qui lui ferait plaisir, et on essaye de mettre en place quelque chose d'adapté à sa problématique. Alors, alors bon, ça c'est une chose, c'est travailler sur le symptôme lui-même. On dit qu'il ne faut pas travailler sur les symptômes, mais je trouve qu'avec la PNL, on peut décoder complètement finement les symptômes et les changer, et les modifier. Hein? Bon, après, l'autre forme de travail que j'aime bien, évidemment, c'est le travail sur la personnalité de base. Mais là, on tombe sur autre chose, qui est le travail sur l'enfance, le travail sur les traumatismes d'enfance, pour pouvoir amener la personne à ne plus avoir besoin d'alcool parce que
elle est en train de se donner une vie intéressante et stimulante grâce au fait qu'on atténue les problèmes d'enfance. Et là, je dois dire que j'utilise comme stratégie le négatif. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire avec les personnes qui ont besoin de thérapie, je trouve dommage. Enfin, d'ailleurs, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. On n'arrive pas à les mettre dans le positif tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, le positif? Non. Donc moi, j'ai choisi d'inverser ça. Et quand la personne me dit « Ah, il y a quelque chose », je lui demande, alors au lieu de lui demander « Qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine ?» je lui dis « Ah, qu'est-ce qui n'a pas été bien cette semaine? Qu'est-ce que vous avez vécu de difficile et de douloureux ?» Et je cherche. Alors on cherche. Elle, en général, au début de la thérapie, elle en connaît beaucoup. Mais elle lui dit « Bon, alors c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a déplu ?» Et alors là, j'analyse. Je dis quoi? C'était dans quelle situation? Et là aussi, je fais le décodage très précis de la situation, le contexte, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a ressenti, etc. Je dis, qu'est-ce qui vous a déplu dans ce que cette personne a dit sur vous? Et pourquoi ça vous a déplu? Et je vais poser des questions, je dis pourquoi ça vous a déplu? Est-ce que ça vous a humilié? Est-ce que ça vous a fait peur? Enfin, je pose des questions ouvertes et des questions fermées, mais toujours avec l'idée, il y a quelque chose à comprendre dans le fait qu'une personne devienne bouleversée alors que c'est quelque chose d'anodin qui s'est passé. En général, c'est assez irrationnel la situation. Bon, au début de la thérapie, les gens peuvent me dire « Si, tout le monde se sent bouleversé quand on lui dit pas bonjour. » Au début, les gens croient que vraiment c'est le monde extérieur qui cause leur souffrance. Après un peu de travail, on peut leur faire comprendre que c'est la façon dont ils réagissent à la situation qui en fait les fait souffrir. Et donc, quand on arrive, donc je le pousse les retranchements, et à un moment donné, la personne découvre que ce qui semble vraiment lui avoir fait mal, lui avoir déplu, etc. Et si je sens que c'est quelque chose qui est vécu, qui est là, je fais le retour sur la ligne du temps. C'est-à-dire, je dis, est-ce que ça vous rappelle quelque chose de l'enfance? Est-ce que c'est une situation habituelle que vous avez vécue? Et 9 fois sur 10, c'est vrai. Il y a un schéma que la personne a vécu dans l'enfance et qui est récurrent et qu'elle reproduit presque systématiquement dans l'âge adulte. Et c'est un peu toujours la même chose, le même type de situation, en tout cas la façon dont elle le vit qui lui fait souffrir. Bon, alors après, je vais faire du travail sur l'enfant. Moi, je suis une ancienne analyste transactionnelle et j'aime bien travailler avec l'état du moi enfant, l'état du moi adulte. On fait tous des distinctions comme ça, mais celui-là, je le fais beaucoup. Hein, l'état du moi enfant. L'enfant en vous a vécu ça, comment il l'a vécu. Et là, on découvre que pour l'enfant, cette situation-là était extrêmement importante. C'était pas de l'irrationnel, c'était pas du n'importe quoi. L'enfant a été véritablement en état de panique, en état de souffrance, en état où elle était en danger. C'était un réel danger à ce moment-là qu'elle a vécu. Et ce qui m'intéresse, donc, ce n'est pas le contexte. S'ils peuvent me raconter un petit moment qu'est-ce que les parents ont fait ou ne pas fait, qu'est-ce que les autres élèves ont fait ou ne pas fait pour leur faire du mal. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je leur demande de se pencher sur la façon dont ils ont réagi. Parce que c'est ça qui est important, hein, la façon dont l'enfant a réagi au traumatisme qu'elle était en train de vivre. Et là, pour ça, en termes de théorie, je m'appuie sur la neurologie, sur la connaissance du fonctionnement animal, parce que je trouve qu'il y a le modèle est là. Hein. Par exemple, face à un danger, notre côté animal, vous le savez, réagit avec trois systèmes: combat, fuite, inhibition. Ça, nous avons ça avec l'ensemble des êtres vivants, enfin, qui ont une motricité. Et donc, je fais découvrir à la personne lequel de ces 3 systèmes elle a activé à ce moment-là. Hein. Est-ce qu'elle a activé le combat,
qui peut être une rage impuissante et silencieuse, mais est-ce qu'elle a activé la colère, le combat et l'envie de se venger, la rage impuissante? Ou alors est-ce qu'elle a activé la fuite, c'est-à-dire elle s'est retirée et elle a coupé le contact? Ou alors elle a activé ce qui est le plus pénible, l'état d'inhibition, figé sur place, tétanisé, ne pouvant rien faire, rien dire. Et elle a tendance donc à reproduire ces différents systèmes à l'âge adulte, au moment où elle se trouve confrontée à une situation. Donc, c'est un peu difficile, moi, pour vous faire de la théorie. Ce que j'aime faire, en fait, c'est prendre quelqu'un, lui demander quel est son problème et d'avancer avec lui ou avec elle pour le résoudre avec mes petits outils que j'ai mis au point progressivement. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui voudrait se confier à moi et me dire, ben voilà, soit j'ai une addiction et il y a un problème dont je veux me débarrasser, soit j'ai simplement un trouble. Guillaume, il veut venir, c'est bien. J'ai un trouble et je voudrais bien en sortir, voilà. Toute une palette de troubles. Bon, c'est formidable. Mais on n'a que 25 minutes. Alors, oui, pas de souci pour moi. En termes de troubles, qui soient liés forcément à l'addiction ou un trouble... C'est comme tu veux, là, pour l'instant. Bon, qu'on soit sorti de l'addiction. Alors, j'ai une image récurrente d'une agression que j'ai vécue au niveau professionnel, où je me suis fait prendre à partie par trois collègues qui m'ont monté une sorte de traquenard, des responsables. Ça a précipité un peu ma... Est-ce que c'est récent cette épisode? Non, c'est un épisode qui date. Prends quelque chose de très récent, il y a 8 jours à peine. Parce que c'est sur ton cerveau actuel que je veux travailler. Bien. Donc, ce sera quelque chose de beaucoup plus léger. Alors aussi. Oui. Alors, voilà, c'est vraiment de l'anecdotique, mais ça m'a empêché un peu de dormir. Bon, voilà, c'est un bon cas. Alors. Je suis sur Facebook, comme beaucoup de monde, et j'ai confondu, j'ai mis un message à l'intention d'un collègue. Je me suis trompé de collègue et ça a fait toute une série de gens qui se sont un peu moqués de moi et je l'ai très mal vécu. Donc ça partait de rien du tout, mais je me suis senti vraiment attaqué par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Parce que c'est sur... Le message, c'était grosso modo, je décrivais une sortie de course à pied avec ma fille. J'ai un ami qui s'appelle Renaud et qui a mis un message vivement que ma fille soit assez grande pour courir avec moi. Et moi, j'ai salué en disant bise Nono, en lui faisant la bise. Et sauf que c'était un autre Renaud qui n'avait rien à voir, le Renaud en question. Et il y a eu toute une escalade derrière. Mais quel message ils ont mis, les gens? C'était des railleries, t'es réveillé ou t'es pas là, etc. Et effectivement, ça devait être un moment où j'étais fatigué. Et du coup, je me suis senti, autant le message était initialement un peu innocent et porteur de joie, autant après je me suis senti carrément agressé. Qu'est-ce que dans leur message, qu'est-ce que tu as entendu comme... de la moquerie. Alors, mais fais une phrase avec un sujet, verbe, complément. J'ai senti par exemple, une personne après l'autre. Il y a un message qui a dit ça, et là je l'ai senti comme ça, je l'ai interprété comme ça. Renaud s'est moqué de moi en marquant bise Guigui. Alors, c'était le Renaud. C'était le vrai Renaud à qui le nono aurait dû être destiné. Le vrai nono, il a répondu. Il a répondu ironiquement, réveille-toi, c'est moi, quoi, grosso modo, en disant
Mais c'était bien lui que vous aviez dit. Non, c'était un autre. D'accord, en fait. vous pensiez à un J'ai fait un amalgame. Alors, Renaud X c'était le Voilà. dessinateur, Renaud Y le reçoit. Voilà. Alors Renaud Y le reçoit. Et il a rebondi sur un message qui ne lui était pas destiné. En disant grosso modo, c'est mon surnom, c'est pas le sien, quoi. Attendez, il a dit quoi? Il a écrit quoi? Il a écrit Bise, Guigui. Du style réveille-toi, tu parles pas du bon Renaud. Alors, différencions bien ce qu'il a écrit lui et ce que vous avez fait dans votre tête. Ouais. Comment vous avez... Peut-être que c'est compliqué comme exemple. Non, c'est très bien. Tous les exemples vrais sont bien. Donc il dit bisous Guigui. Oui. En réponse à bisous à ce que moi je marquais bisous Nono qui était destiné au précédent. D'accord. Donc grosso modo c'est une confusion. D'accord, j'ai bien compris ça. Nono c'est votre surnom ou le surnom du Renaud. Voilà. D'accord. Donc vous répondez bisous. C'est un terrible mauvais exemple. Voilà. Mais ce qu'on va faire, on va prendre l'exemple de la très mauvaise situation dans laquelle je suis en train de me mettre. Mon exemple, mal foutu. Mais non, mais c'est au contraire très important. Donc c'est parce que vous voyez, je veux pas faire semblant d'avoir compris avant que d'être sûr d'avoir compris ce que la personne. Donc bisous Nono, vous l'écrivez. L'autre répond. L'autre répond bise Guigui. Guigui, c'est mon surnom. C'est votre surnom, d'accord. Bon. Le message sous-entendu, c'était d'alerter un peu notre réseau d'amis que j'avais fait une confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vouliez pas qu'il sache que vous aviez une intimité avec Nono? Non. Pour pouvoir l'appeler par son... Non. Alors, en gros, le premier Renaud qui s'est signalé, il est avocat, c'est quelqu'un d'assez prestigieux, c'est quelqu'un que j'appellerais pas Nono. D'accord. Parce que lui, il s'appelle tous les deux Renaud. Il y en a un, c'est un copain. Et donc, l'autre, c'est une relation. Donc le copain, son surnom, c'est Nono. Et le copain... L'avocat, son surnom, c'est... Il n'y a pas de surnom. Mais il l'a signé, avec humour, avec un surnom, c'est ça? Et donc mon copain a juste rebondi du style, voilà, fais pas la confusion. Et puis il y a une copine derrière qui a surligné, t'es pas là, t'es pas réveillé, ou chose dans le genre. Et Stop. Alors, donc, je commence à comprendre. Donc, l'interlocuteur erroné répond sur le mode de l'humour avec un surnom qu'il se donne à lui. Non, à moi. Non, c'est pas si simple. Non, mais vous appelez Guillaume et votre surnom c'est Guigui. Voilà. Donc, en gros, l'anecdote n'est pas véritablement importante. Ce qui m'embête, c'est le mal-être dans lequel ça m'a projeté. Voilà. Parce que je me suis fait des histoires, je me suis réveillé la nuit en me disant... alors il y a un tel qui l'a vu, et etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes senti ridicule d'avoir vous êtes trompé? Oui. En fait, c'est toujours ce regard de l'autre qui est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc là, vous êtes surpris à faire une erreur de nom, et là... Donc vous imaginez que les autres sont en train de se moquer de vous? Oui, ou se font des idées, parce que à une époque, j'ai été alcoolique, à marquer des fois, à répondre complètement à côté de la plaque, etc. Et chaque fois que je fais une confusion de ce type, je ne peux pas m'empêcher toujours de faire un parallèle avec cette époque. Surtout qu'il le repère. Et le fameux Nono est au courant de toute mon histoire, etc. Donc ce qu'il vous renvoyait, le groupe des gens, c'est « Ah, tu n'étais pas bien réveillé. » Oui, tu étais encore à côté de la plaque. J'ai pas eu de réflexion sur l'alcool, mais c'était mon appréhension d'en avoir une qui tombe. Et là... D'accord. Donc votre passé vous suit en permanence, oui. En permanence. Oui, bien qu'étant maintenant libéré, j'ai toujours de l'alcool, du cannabis, de l'ensemble de ce qui m'aidait à répondre à côté. Il m'arrive, par fatigue ou autre, de faire des confusions, comme tout le monde, mais
Voilà, là, ça m'a piqué. C'est ça. Et je me suis dit, c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Est-ce qu'ils vont parce que tous ces gens-là le savent que vous avez été alcoolique. Les deux qui ont rebondi dessus, oui. Les deux. Ouais. Pas l'avocat. L'avocat, lui, Lui, le pauvre, il a juste dit qu'il attendait que sa fille soit assez grande pour courir. D'accord. Et vous l'avez fait une réponse je pensais qu'il s'agissait du pote, et non, c'était l'avocat. Alors, c'est compliqué comme... L'avocat, c'est lui qui a fait la première remarque. Qui a fait juste un mot gentil. Un mot gentil, et vous avez voulu lui répondre un mot gentil. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui connaît votre passé d'alcoolique, l'avocat ne le connaît pas. Oui, qui s'est aperçu que j'avais fait une confusion, que je prenais ce premier Renault pour lui. Et qu'on a profité pour me mettre une petite claque du style sois sobre. D'accord. Donc vous entendez tout ça dans sa réflexion. J'entends cette connotation systématiquement. D'accord. Okay. Alors ce qui est le plus gênant, c'est peut-être maintenant qu'on pointe ça, c'est peut-être le fait que chaque fois qu'on me fait une réflexion, c'est que j'ai peur que ce soit avec un parfum effectivement d'évocation de ce passé. D'accord. Donc la souffrance, c'est une souffrance réveillée. Hein. La souffrance réveillée, elle vient d'avant. Avant, vous aviez une souffrance d'être moqué de vous parce que vous étiez alcoolique. Avant, je me savais et j'assumais presque mon alcoolisme. Maintenant que l'état de conscience modifié est éloigné, j'ai des appréhensions d'être jugé aujourd'hui pour mes erreurs passées. D'accord. Et voilà, c'est ça. Donc ça vous fait souffrir suffisamment pour m'avoir perturbé ma nuit, Et oui. Qu'est-ce que vous vous disiez dans la nuit? J'avais peur que d'autres messages succèdent aux précédents. J'avais peur que soit pointé que je savais pas où j'en étais. Qu'est-ce qui aurait été affreux pour vous, que ça soit vrai, qu'ils se moquent de vous à cause de votre passé? Le fameux Nono, qui est taquin sadique, ne mette un truc gentil du style passe à la Volvic ou... Et en quoi ça aurait été affreux pour vous maintenant, alors que vous ne buvez plus? J'ai pas précisé à mes 120 relations Facebook que j'avais un passé... Voilà. Et donc, alors, si ces 120 amis Facebook savaient que vous avez un passé alcoolique, qu'est-ce qu'il y aurait d'horrible? Le jugement, probablement, les a priori. Et si on vous juge, qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans un jugement verbal comme ça? Non, mais je suis sérieuse, il faut creuser votre parce que non, mais je sais que c'est là que le bas blesse, c'est le regard de l'autre. Qu'est-ce qui est si affreux? Les messages éventuels que certains pourraient mettre sur mon mur. Mais vous, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça va vous faire, je ne sais pas, perdre votre travail? Est-ce que ça va personnel, vous faire perdre ça vos ne me amis? ferait Est-ce rien. que ça va vous tuer? Néanmoins, est-ce que ça contribuerait pas à ternir le regard que peuvent porter d'autres gens qui me sont proches sur moi? D'accord, ça pourrait ternir votre réputation. Alors, Et qu'est-ce qui serait affreux si votre réputation était ternie? Tiens, lui, c'est un ancien alcoolo. Le jugement. Le jugement sur mes enfants, le jugement sur mes proches, le jugement sur les gens qui me restent proches. On essaye de trouver quelque chose de grave qui arrive si les gens vous jugent comme ça. Des paroles assassines qui contribuent à raccourcir mes nuits. Je crois que la souffrance la plus grande, c'est l'émotion que vous ressentez. Oui, sans doute. En fait, vous n'allez pas perdre votre travail, ni votre femme, ni mourir. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger réel. Il y a un danger émotionnel. Ça va vous faire vivre une émotion pénible. Oui. D'accord. Sans doute. Alors, revenons en arrière. Alors, justement, dans l'enfance, est-ce que vous avez vécu des émotions pénibles de moquerie, de jugement, de regard? J'ai été très jeune,
traité de petit gros, alors c'était le cas. Et très jeune, j'ai pas su me défendre, pas eu un sens vraiment aigu de la répartie. Je l'ai pas plus sur Facebook aujourd'hui. D'accord. Alors, on revient au petit garçon. Hein, c'est là que le schéma s'est mis en route. Hein. Oui, sans doute. Il se moque de vous. Oui. Et vous ressentez quoi, le petit garçon? Qu'est-ce qu'il ressent? De la honte, parce que... Parce que c'est vrai qu'il est trop gros. Oui. Il aussi estime qu'il est trop gros. Absolument. Absolument. Et au fur et à mesure de sa croissance, il l'a toujours estimé, même quand il l'était plus. Qu'est-ce qui le gêne le plus? Est-ce que les gens ne vont pas l'aimer, ils ne vont pas être copains avec lui? Ou alors, quel est le danger que le petit garçon ressent à cette moquerie? Il va être écarté le fait du groupe. de ne pas être dans un... peut-être attirant, ou dans un standard esthétique, ou... Quelles conséquences négatives ça a sur l'enfant s'il n'est pas dans des standards esthétiques? Le rejet. Le rejet. C'est un rejet affectif, c'est un rejet, on ne veut pas jouer avec toi. Oui, dans les deux. Les deux. Et effectivement, avant ça, même avant d'être gros, le petit garçon avait vécu des expériences de rejet. Oui. C'est lesquelles? Alors, ça, je le sais parce que j'ai fait un peu d'analyse aussi, mais les carences affectives au niveau notamment du père. C'est-à-dire le père ne s'intéressait pas au petit garçon. Le père était artiste, à fond dans son art et dans son art. Dans son art. Oui. Est-ce qu'il y a quand même un souvenir réel qui remonterait à la surface de vous, petit garçon, vous rendant compte que votre papa ne s'intéresse pas à vous? Oui, le fait de me prendre une gomme dans la gueule chaque fois que je rentre dans l'atelier. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire, il vous jette une gomme à la figure pour vous faire comprendre des quoi? bonnes gommes de dessinateur. Pour vous faire comprendre quoi? Qu'il est occupé. Il est occupé. Pourquoi ça vous fait sourire? Ça, c'est parce triste, que ça. non, c'est nerveux. Hein? C'est nerveux. C'est nerveux. Alors, qu'est-ce qui ça cache, cette nervosité? J'ai eu des carences affectives par l'absence de mon père dans son rôle de père. Oui. Il est mort. Non, allez. Je fais trop vite. Hein. Votre sourire, qu'est-ce que ça cache? Parce que ça cache de l'ironie, ça cache une peur cachée derrière le sourire, ça cache une rage cachée derrière le sourire, ça cache une moquerie de vous-même. Oui, une faible estime de moi-même. D'accord, oui. C'est ça. C'est sûr. Parce que c'est comme le sourire, c'est comme c'était bien mérité que mon père me rejette. Non, j'estime pas ça. Non, c'est quoi? Non, alors? je pense que j'ai jalousé effectivement son art, qu'il était certainement dans quelqu'un de très pris. Quand vous veniez le déranger dans son atelier, quelle était votre attente affective ou intellectuelle ou autre? Certainement une prise en compte de mes propres qualités, une reconnaissance de mes qualités. Oui. Oui. Et donc vous l'avez fait plusieurs fois, puisque plusieurs fois vous avez reçu la gomme. Oui. Donc vous n'aviez pas renoncé tout de suite. Oui, après j'étais probablement même dans la provocation pour susciter l'intérêt. D'accord. Donc voilà, donc on a là sans doute la matrice de ce malaise. Hein, de ce malaise. Et là, quand on ramène ça à une histoire de petit enfant, on se rend compte qu'il y a quasiment une question de vie ou de mort. Parce que pour le petit enfant, vous savez, dans les termes de l'attachement sécure, c'est que les parents, les grandes personnes, sont là pour lui, veulent son bien et l'accompagnent. Toute sensation d'être rejeté de cette proximité affective donne à l'enfant un sentiment de peur. Au départ, les monstres vont le manger, voilà. Et puis après, lui donne un sentiment d'inexistence et de non-intérêt. Parce que l'enfant, il a besoin de la proximité affective pour se sentir en sécurité. Là, je compare avec l'animal. Hein. Mais en plus, le petit enfant, lui, il a besoin du regard bienveillant
de la grande personne pour oser faire des exploits. Ben, nous tous qui connaissons les petits-enfants, qui avons des enfants, si on est des bons parents, c'est ce qu'on fait. On dit « Oh, bravo, c'est bien oui, ». Le schéma que je tends à pas reproduire avec les miens. Quoi. Vous faites autrement. Non, mais donc le schéma douloureux, il est très fort. Il touche un essentiel de votre personnalité. Hein, la confiance en soi, l'estime de soi, parce que on valait la peine pour vos parents. Donc, si vous voulez, là, on va pas le faire, mais en thérapie, c'est là-dessus que je travaillerai, jusqu'à ce que vous redeveniez le petit garçon qui se dit « mais après tout, je suis très bien comme je suis, si mon père ne veut pas m'écouter, je m'en fous ». Ben, quelque chose qui n'a pas existé, évidemment, ou qui est autre chose, mais qui J'ai bloqué sur des schémas exactement identiques à l'âge adulte. C'est ça. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que si on le guérit chez le petit enfant, il est beaucoup moins résistant que la grande personne à changer, et il accepte de changer. Et si on arrive à changer un souvenir, puisque après tout, le passé, c'est qu'un souvenir. Si on arrive à changer un souvenir, et on obtient que la personne se dise, en tant qu'enfant, j'aurais pu réagir autrement que ce que j'ai fait. Vous avez fait, vous, que vous avez assisté d'abord, puis après, vous avez assisté de façon provocatrice, donc en rébellion. Hein. Et donc, vous êtes entré plutôt dans la rage, hein, que dans l'effondrement ou la fuite. Maintenant, alors on va terminer là-dessus parce qu'on n'a pas tout à fait temps, mais imaginons que, qu'est-ce que vous voudriez que le petit enfant, comment vous voudriez que le petit enfant réagisse pour qu'il garde sa dignité quand il reçoit une... Quand il prend la gomme et il la renvoie, ça passerait très mal. Être capable d'avoir suffisamment d'aplomb pour dire une phrase assez solennelle, voilà. Ne pas fuir, mais dire une phrase assez solennelle pour bloquer le père et le faire réaliser qu'il est en train de passer à côté de quelque chose. D'accord, très bien. Ben alors allez-y, construisez cette phrase. Waouh! Ça, non, je m'y attendais pas, je l'aurais pas fait. Une phrase authentique, vraie, que vous pensiez vraiment... Que je pense à l'instant, mais que j'aurais certainement pas été capable de dire, mais là. Que vous ressentiez. Papa, je viens te voir, tu Papa, dans 20 ans, tu vas regretter de ne pas avoir passé du temps avec moi. Ouais, bon. Alors, on va chercher autre chose, du genre... C'est un peu radical. Je rentre chez toi pour parler avec toi. D'accord, moi je ne voyais pas ça dans ce sens-là. Et j'ai des choses à dire, des choses à te montrer. Je voulais juste jouer. Ah bah juste jouer. Voilà. Papa, je veux jouer avec toi. Ouais. J'ai le droit, ça serait bien. Ouais. Et tu veux pas jouer avec moi, je suis fâchée contre toi, je m'en vais de mon plein gré. Je te boude. Enfin, c'est un exemple. Oui. Oui. Il m'aurait répondu sans doute, tant mieux, j'ai du travail à finir. Oui. Est-ce que ça serait papa, est-ce que je veux jouer avec toi, ou est-ce que papa, est-ce que je peux jouer dans ton atelier pendant que tu travailles? Ça serait passé, je pense. D'accord. Très bien. Voilà. Ça, c'est une des techniques que j'utilise aussi. Des fois, je dis, bon, on va faire venir les visiteurs du futur. Et je dis, toi, grand, tu viens en visiteur du futur, et moi, je t'accompagne. Je suis la conseillère, et on va conseiller à ce petit garçon des stratégies, et on va lui dire c'est en fait faire entrer un état ressource, mais avec une petit récit rigolo. Donc on cherche jusqu'à ce que les grandes personnes trouvent, ou alors jusqu'à ce que le petit enfant, dans sa créativité, trouve. Parce que le petit enfant, parfois, il a une spontanéité qui fait que soit il obtient ce qu'il veut du père, soit il se détache vraiment et il dit « je n'en veux pas, je me passerai de ça, la vie... » Il y a beaucoup d'autres gens dans le monde qui sont prêts à jouer avec moi, je vais aller jouer avec quelqu'un d'autre. Parce que le grand problème des enfants, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas le choix de chercher un autre parent tout de suite. Hein. Tandis que dans l'âge adulte, on a le choix de chercher d'autres amis. Mais quand on est bloqué dans l'idée qu'on doit faire avec ceux qui sont là, même s'ils nous rejettent, on ne prend pas cette liberté.
Bon. Très bien. À suivre dans l'inconscient. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette journée. J'espère que je vous ai convaincu qu'il fallait travailler avec les médecins pour aider les alcooliques. Et que j'espère qu'on convaincre des médecins d'apprendre la PNL. Hein? Est-ce que quelqu'un a des choses à dire en terminant? On a encore 5 minutes pour partager des partages. Enfin, vous voyez, je ne me laisse pas avoir par les situations du présent, parce qu'on peut discuter sans qu'on veut dans le présent. Tu aurais dû dire ça, tu ferais dû dire ça. Mais si on arrive à réparer la racine, après, ça va. Alors les gens disent, ben oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça dans le vrai. Ben oui, ça ne s'est pas passé comme ça, mais on a le droit de réécrire l'histoire. Et de toute façon, étant donné que c'est plus de l'imaginaire, et l'important, c'est que ça s'inscrit dans la personnalité du sujet. Il devient celui qui n'est pas rejeté. Il devient celui qui choisit avec qui il joue. Bon, alors continuons. Merci. Donc à bientôt, et je vous refais la même ou presque avec les TCA bientôt.